Quartier Matinée, c'est 39.52. Ok, ça roule. Interdiction de fumer, d'utiliser tout appareil retenu dans tout le bord, mouvement punition en courant. Sur le bord. Bienvenue dans la base navale de Brest, à bord du Latouche-Tréville, frégate de lutte anti-sous-marine. À son bord, 240 hommes et femmes. Et nous sommes avec le capitaine de vaisseau Bertrand. Bonjour. Bonjour. Alors cette frégate, c'est un peu le bâtiment type de la Marine nationale? Absolument. C'est une frégate, c'est-à-dire un grand bâtiment capable de partir loin et longtemps, donc de répondre aux exigences d'une marine océanique, comme la Marine nationale, qui veut pouvoir intervenir sur toutes les mers du monde. Frégate de lutte anti-sous-marine, expliquez-nous précisément quelles sont ses missions. Eh bien, toutes les frégates ont un pôle d'excellence et le nôtre, c'est la lutte anti-sous-marine. Ça explique notre présence à Brest pour assurer la sûreté de nos approches maritimes et notamment la mise en œuvre de nos sous-marins nucléaires. Ça explique également qu'on retrouve une frégate anti-sous-marine en protection d'un bâtiment précieux, comme le porte-avions par exemple en ce moment, en mission Agapante. Alors puisque vous parlez de la mission Agapante, on va justement la découvrir autour du Charles de Gaulle, mission dans l'océan Indien. Regardez. Concentration maximum pour ce pilote de Rafale. Après 6 heures de vol, la mission de combat au-dessus de l'Afghanistan se termine comme à chaque fois par l'appontage. À bord du porte-avions Charles de Gaulle, c'est la mission Agapante qui touche à sa fin. Depuis 4 mois, le groupe aéronaval est déployé dans l'océan Indien en totale autonomie. Avec ses 4 navires et un sous-marin, la France dispose d'un véritable aéroport flottant capable de rayonner sur une vaste zone. 31 jours d'opération au-dessus du sol afghan et 240 missions se succèdent à partir du mois de novembre pour appuyer les troupes et pour des missions de reconnaissance. Et si la France a choisi de renforcer son dispositif aérien avec le groupe aéronaval, c'est parce qu'il est le seul à pouvoir remplir plusieurs missions consécutives. Au-delà de ce concours apporté aux forces de stabilisation en Afghanistan, le groupe aéronaval a également contribué à la lutte contre la piraterie. Au nord, les missions sur l'Afghanistan. À l'est, l'allonge que procurent les avions permet de renforcer la mission européenne Atalante au large de la Somalie. Son influence s'étend également dans le golfe d'Aden et le golfe d'Oman, dans le cadre de la lutte contre les réseaux terroristes. Agapante est aussi l'occasion pour la marine de coopérer avec les chasseurs du porte-avions américain Abraham Lincoln, qui croisent à proximité, et de participer à d'autres exercices multinationaux. Par tradition, je dirais que la mer est un lieu d'échange entre les nations qui y opèrent. Nous avons mené des manœuvres aéronavales avec la marine indienne, avec les Émirats arabes unis et prochainement avec l'Arabie saoudite. Un dernier exercice avant le retour à Toulon pour quelques mois de relâche. À l'heure actuelle, la France fait partie des quelques nations capables d'un tel déploiement. Une projection de force qui reste une opération complexe, car la métropole est à plus de 9000 km. Nous sommes sur la plage arrière du navire, à côté de l'un des 4 sonars présents à bord, le Poisson, comme on le surnomme, un engin de 9 tonnes capable de descendre jusqu'à 700 mètres de profondeur et de détecter des sous-marins à une distance élevée. Et direction maintenant l'est de la France, au camp de Sissonne, le camp qui accueille depuis 2006 le centre d'entraînement aux actions en zone urbaine, une ville recréée pour permettre à des troupes de s'entraîner dans des conditions réalistes. Des militaires français qui investissent une ville appuyée par des blindés. La scène semble réelle et pourtant il s'agit là d'un exercice. Nous sommes au Sanzub, le centre d'entraînement en zone urbaine à Sissonne, qui accueille toute l'année des unités de l'armée de terre. Dans les années 90, la plupart des armées modernes ont fait le constat que les engagements étaient de plus en plus dans des zones urbaines. En 99, l'armée de terre française a fait le choix de développer une politique de développement des actions en zone urbaine. Et le Sanzub, dont la création a été décidée en 99, était la clé de voûte de ce dispositif. Livré en 2005, le Sanzub dispose de 3 grandes zones d'entraînement, dont cette ville fictive qui reproduit sur 1 km² l'environnement urbain d'une commune de 5000 habitants. Un vaste terrain de manœuvre donc pour les personnels qui s'entraînent. Ils y sont évalués pendant 3 jours lors d'un exercice grandeur nature. Le capitaine qui a reçu sa mission cette nuit a mené sa réflexion tactique, a préparé sa manœuvre et maintenant il s'assure que chacun a bien compris son rôle
dans la manœuvre du capitaine et il règle les problèmes de coordination qui vont intervenir dans l'action. C'est celui qui est juste là, bâtiment jaune, d'accord, derrière lequel on est arrivé. Au cours de l'exercice, les soldats vont tenter de s'emparer de points stratégiques dans la ville où ils sont confrontés à une force adverse jouée par des militaires du Sanzub. Une manière pour les unités qui s'entraînent de se rendre compte de la complexité des modes d'action en milieu urbain. C'est pas évident parce qu'on prend conscience en fait du manque de protection pour nous. On est obligé de se déplacer plus rapidement, on est très vulnérable et on a vraiment besoin des appuis à 100% et une coordination vraiment très importante et très développée. Le Sanzub est devenu une étape importante dans le cycle de préparation opérationnelle des forces terrestres avec près de 30 régiments qui y passent tous les ans. Et il doit encore évoluer avec dès 2011 l'arrivée de nouvelles technologies de simulation et l'ouverture de nouveaux complexes de tir. Émission sonar. Reçu, émission sonar, pont 150, échelle 12 milliards. Contact sonar azimut nord, distance 10 800 yards. Nous sommes à présent au central opération, plongé dans l'ambiance particulière de la lutte sous la mer avec, vous l'avez entendu, le bruit caractéristique du sonar. Alors expliquez-nous très simplement comment ça marche. Comme une chauve-souris qui voudrait chasser sa proie, le sonar émet une onde acoustique qui va se réfléchir contre un obstacle, dans notre cas le sous-marin, et nous renvoyer un écho sonore que nous entendons. Image très claire, comme ça on a compris. Autre lieu, autre mission avec les parachutistes de la section technique de l'armée de terre. Nous les avons suivis à Tarbes dans les Hautes-Pyrénées pour tester un nouveau matériel. Ces parachutistes participent à une campagne d'expérimentation d'un nouveau matériel, l'EPC, ensemble de parachutage du combattant, à bord d'un Hercule C-130. Plus de voilure, un meilleur atterrissage, plus tranquille, donc on atterrit plus serein. Après c'est un peu plus lourd à porter. C'est un parachute qui permettra de sauter beaucoup plus bas, nous pourrons sauter à 80 mètres. C'est un parachute qui permettra de sauter plus lourd. Au lieu d'avoir un parachutiste équipé à une masse maximale de 130 kg, demain nous pourrons monter à une masse maximale de 165 kg. Et puis surtout un posé plus sécuritaire, puisque nous pourrons poser de façon plus souple avec un parachute qui a une capacité d'orientation. Les tests sont menés par la STAT, la section technique de l'armée de terre, qui participe à la conception, au choix et à la validation opérationnelle des équipements militaires. Donc il s'agit bien de satisfaire le besoin des forces, recevoir le matériel produit par l'industriel, l'évaluer et l'expérimenter. Donc l'évaluer de façon intrinsèque, le matériel est-il bon, correspond-il bien à ce qu'on a demandé, et l'expérimenter, c'est-à-dire tester ce matériel dans sa globalité. Ça veut dire que là on pourrait laisser à 11 alors? Non, il me dit que non. Les expérimentations sont en effet l'occasion d'appréhender sur le terrain les éventuelles difficultés techniques ou opérationnelles, comme ici pendant la phase de maquettage. Le parachute est plus épais que l'ancien. Étant donné que la gaine permet d'emporter des sacs plus gros qu'avant, les gens ont plus de volume. Et on vient de s'apercevoir que quand ils sont assis face à face, ça ne rentre pas, ils prennent plus de volume. Donc au lieu de les faire asseoir face à face, on va les mettre en épi. Et c'est ce qu'on est en train d'essayer, c'est pour ça qu'on fait du maquettage, ça sert à ça. La STAT fixera ensuite en liaison avec l'armée de l'air les règles d'utilisation et les limites d'emploi de ce nouveau matériel. Il équipera bientôt les troupes parachutistes dans leur mission prioritaire, la projection d'urgence, première réponse à une situation de crise. À lever. Nous sommes dans le local torpille. Dès que la décision a été prise d'attaquer un sous-marin, ces torpilles le prennent en chasse. Elles sont larguées sur les côtés de la frégate et se dirigent automatiquement sur leur cible. Ces mêmes torpilles peuvent être larguées des hélicoptères Lynx présents sur cette frégate. Et tout de suite, d'autres informations de la défense, en bref et en images. Le 23 février, un Airbus A310 de l'armée de l'air se pose à Sebha, au centre de la Libye. Sur le tarmac, 165 ressortissants, dont 150 Français, montent à bord. Devant l'instabilité du pays, les autorités françaises ont en effet décidé d'évacuer les ressortissants qui le souhaitaient. Une opération menée par deux ministères, celui de la Défense et des Affaires étrangères. Au total, entre le 22 et le 26 février, les moyens militaires ont rapatrié plus de 670 ressortissants présents en Libye. Une
une connexion, un clic, plus besoin désormais de faire la queue à la mairie. En 3 minutes, Jean-Claude vient d'effectuer son recensement citoyen. La démarche doit être effectuée par tous les jeunes de 16 ans. Elle est obligatoire pour passer un examen national ou effectuer sa journée défense et citoyenneté. En 2009, en partenariat avec la Direction générale de la modernisation de l'État, le ministère de la Défense a entièrement numérisé et simplifié cette démarche. En 2011, 800 000 jeunes en bénéficieront. Déjà 2 ans d'existence pour Défense Mobilité, service unique de reconversion de la défense rattaché à la direction des ressources humaines du ministère. Cette agence accompagne les militaires et les civils de la défense ainsi que leurs conjoints dans leur transition professionnelle. Les métiers militaires ne sont pas tous transposables dans le civil et le ministère connaît une période de restructuration importante. La mobilité vers le civil constitue donc un axe majeur de la politique des ressources humaines du ministère de la Défense. Défense Mobilité collabore déjà avec plus d'une quarantaine de grandes entreprises, 6 fédérations professionnelles et des milliers de PME. En 2010, 73% des candidats inscrits à Défense Mobilité ont retrouvé un emploi dans les 6 mois suivant leur départ des armées. Alors en plus de sa mission principale de détection des sous-marins, cette frégate est capable d'assurer son autodéfense avec des missiles anti-aériens comme celui-ci, missile Crotale, des canons de 100 et 20 mm et des mitrailleuses de 12,7. On reste avec la Marine nationale qui embarque des bâtiments avec à leur bord des ingénieurs de la mer. Ils élaborent les cartes marines et les documents utiles à la navigation. Reportage caméra embarquée. Nous sommes au large des côtes bretonnes. Et ces hommes sont en mission pour le service hydrographique et océanographique de la marine, le CHOM. Ils procèdent à des relevés qui serviront à élaborer les documents utiles à tous les usagers de la mer, pêcheurs, plaisanciers, navires de commerce ou bâtiments militaires. Là, on a un sonar latéral. C'est un système acoustique en fait qui va nous servir à avoir une image du fond, une image du fond marin. Il va nous permettre de détecter et de positionner en fait des épaves ou des reliefs maritimes comme des dunes par exemple. Pendant 4 semaines, les hydrographes du CHOM vont prendre des mesures pour détecter les reliefs et déterminer la nature du fond marin tout au long du littoral atlantique. Ouais, il est pratiquement en tableau. Ouais, on est sur la route pour le radar. La mission se fait à bord du La Pérouse, un des 3 bâtiments hydrographiques de la Marine nationale. Ici, tout l'équipage veille au bon déroulement de la mission. La difficulté de certaines missions hydrographiques, c'est qu'elles se font dans des endroits où il y a beaucoup de trafic. Donc là, il faut concilier les impératifs de la mission hydro qui nous imposent de tracter des engins, par exemple, à 180 mètres ou 200 mètres sur l'arrière, et les impératifs de sécurité maritime qui font qu'il faut qu'on soit capable de manœuvrer entre des cargos qui arrivent très vite et dans tous les sens. Les informations recueillies serviront à mettre à jour régulièrement les cartes marines ou les documents nautiques, la fréquence des mises à jour variant selon les zones. En Manche, dans le Nord-Pas-de-Calais, tous les 10 ans, on va revenir sur les mêmes zones. Et sur des zones où il y a beaucoup moins de trafic, où c'est surtout pour des plaisanciers, où il y a aussi peu de pêche, comme par exemple au large de Saint-Malo. Les dernières informations qu'on avait dataient quasiment d'un siècle. Le CHOM exploite également des bâtiments cofinancés par le ministère de la Défense et par celui de la Recherche. Le bâtiment hydrographique et océanographique Beautemps-Beaupré et le navire océanographique, pourquoi pas. Et on se quitte dans cette coursive principale qui relie l'avant à l'arrière du navire. C'est un peu ici la zone de vie privilégiée à bord de la frégate. Et c'est la fin de ce journal de la Défense. Merci à tous de votre fidélité et rendez-vous le mois prochain sur LCP.